La fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, celle de la fin de l'abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également, et je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Moi je veux que tu danses avec moi, moi je veux que tu danses avec moi. C'est fini le temps de l'abondance. C'est fini le temps de l'insouciance. Maintenant commence la danse. Viens danser avec moi. Emmanuel Macron qui sort sa chanson Le Temps de l'Abondance avec le label France Musique. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'insouciance. C'est la fin de l'insouciance. Souffrance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien.
cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, celle de la fin de l'abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également, et je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. C'est fini le temps de l'abondance. C'est fini le temps de l'insouciance. Maintenant commence la danse. Viens danser avec moi. Emmanuel Macron qui sort sa chanson Le Temps de l'Abondance avec le label France Musique. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'insouciance. C'est la fin de l'insouciance. Début de la souffrance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Tout va bien. C'est fini le temps de l'abondance. C'est fini le temps de la souffrance. Commence maintenant le temps de l'enculance. Allez, viens, je veux que tu danses. Chef Macron. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, celle de la fin de... Je constate que vous êtes des grands malades puisque vous tenez 15 minutes de chez Macron. Je sais pas comment vous faites, mais moi je peux pas. Alors après, bon, on peut se mettre dans une sorte de transe, un peu derviche, une sorte de transe chamanique où on se dit que oui, après tout, pourquoi pas danser avec le Prési-Roi, pourquoi pas. Bienvenue, c'est la revue de presse du monde moderne. Certains viennent de débarquer, donc tout va bien. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à partager massivement le lien
de cette revue de presse. Ici, tous les matins, ou presque, on lit la presse subventionnée, la presse oligarchique, la presse qui nous explique un peu comment on nous parle et pourquoi d'ailleurs on ne parle que de ça. Et on va parler de choses dont on ne parle pas beaucoup et aussi de choses dont on parle. C'est la revue de presse du monde moderne. Hier, c'était plus déjanté que les autres jours puisque le président y a fait une grande apparition. On a parlé bien sûr des félicitations d'Emmanuel Macron à Lula, hein, en faisant tout à fait autre chose. Bah oui, tout à foutre, moi, parce que attends, pas que ça à foutre. Hein, ouais. Non, il n'y aura pas de Macron ce matin. Vous êtes presque 1000 ce matin. N'hésitez pas, bien sûr, à nous suivre, à mettre une petite clochette pour être sûr d'avoir également les alertes quand nous sommes live, parce que c'est pas tous les jours et c'est pas tous les jours à 9h. Bon, alors, de quoi on va parler ce matin ? Hier, les Russes ont annoncé qu'ils avaient des preuves concernant l'implication des Britanniques dans le sabotage de Nord Stream, avec un texto de Liz Truss envoyé à Blinken, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères américain, disant « C'est fait !» C'est fait quoi ? Bon, c'était quelques minutes après le sabotage de Nord Stream, donc c'est fait sans doute le sabotage de Nord Stream. Évidemment, les Anglais parlent de fake news, expliquent que c'est tout à fait des fausses nouvelles, de la désinformation, c'est proprement scandaleux, mais alors ce qui serait bien, c'est que les Suédois nous livrent les résultats de l'enquête. On a l'impression que tout le monde est au courant, sauf nous. Hein, les mecs savent, puis ils se regardent, puis ils font semblant, puis voilà. Hein. Mais ce serait bien de savoir qui a fait péter ces tuyaux, s'il vous plaît. Ne serait-ce que pour savoir où on est et qui sont nos amis. Hein. Voilà. Avant de continuer la guerre, tout ça. Parce qu'il y aura un grand sommet à Paris pour la résilience du peuple ukrainien, à l'appel du président Emmanuel Macron, qui s'est encore entretenu avec Volodymyr Zelensky. Alors peut-être que quand il parle à Zelensky, il est un peu plus concentré, je ne sais pas, que quand il parle à Lula. En tout cas, on verra bien ce qui va se passer. On va parler également des urgences pédiatriques. C'est l'effondrement, tout simplement. Une trentaine de nourrissons et de jeunes enfants envoyés hors région parisienne puisque les urgences pédiatriques sont saturées et qu'il n'y a plus moyen de faire quoi que ce soit. Imaginez la logistique, l'angoisse d'un gamin envoyé loin de ses parents pour être soigné. Voilà. Il y a quelques années de ça, on n'avait jamais ce type de nouvelles. Et vous avez François Braun, vous verrez tout à l'heure, qui est à l'action, est à la manœuvre. C'est un mec en or. Un mec en or, c'est François Braun. Et puis on parlera également d'écologie, évidemment. Et puis je sais plus, on va redécouvrir, parce que moi j'ai lu ça tout à l'heure, mais j'ai un peu oublié en fait. C'est vrai que ça se lit, ça s'oublie, c'est de l'eau, c'est du vin que l'on boit et puis que l'on oublie, comme chantait Claude François. Claude François, cancel évidemment, puisque chanteur pédo, attention, pas touche au Barracuda. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça ce matin, c'est vraiment n'importe quoi cette introduction, mais c'est un peu de votre faute. Merci de vous abonner, vous êtes bientôt 900 abonnés ici sur Twitch pour un stream qui n'existait pas il y a de ça 1 an, 2 ans. 2020, on a commencé 2021 je crois. 2021 me semble-t-il, oui c'est ça. Voilà. Bon. Alors, je nettoie mes lunettes, je remets mes lunettes, hop. J'ai pas mis de gnôle, non, c'est du café et j'ai pris un petit mug I Love Liverpool parce que si les dirigeants anglais, les maltraitants anglais ont fait n'importe quoi avec les gros tuyaux, il y a quand même en Angleterre de belles personnes, notamment ceux qui font de la musique. Alors, commençons avec cette nouvelle. Voilà, la Russie qui accuse le Royaume-Uni d'avoir coordonné le sabotage avec l'aide bien sûr des États-Unis. What? Ice cream? Londres sera impliqué dans les explosions des gazoducs Nord Stream. Les Britanniques dénoncent de fausses informations. Évidemment, ce qui serait sympa pour mettre fin au doute serait que les Suédois révèlent les résultats de leur enquête pour qu'on sache vraiment que oui, c'est les Britanniques qui ont fait péter les tuyaux. Et du coup, ce serait un peu emmerdant, puisqu'après, en tant qu'allié de l'OTAN, est-ce qu'on était d'accord? Est-ce que tout le monde était au courant de ce sabotage? Est-ce que certains dindons de la farce, comme les Français, étaient impliqués ou au courant de cette opération? Comment ça se passe, en fait? À quel niveau on nous prend pour des cons? Et quand est-ce qu'on arrête? Non, parce que c'est un peu ça le mantra de cette revue de presse. C'est que globalement... allez, on va cracher le morceau, il y en a marre en fait. On a besoin d'avancer. Hein. Donc si vous nous dites qui a fait ça, les Suédois, vu que vous avez visiblement fait votre enquête et vous avez trouvé, ça nous permettra quand même de savoir un peu
ce qui va se passer. Allez, il reste 33 secondes pour le train de boost. C'est incroyable. Ça, c'est... Ah, dans 30. On va faire péter le tuyau. Attention, on fait péter le tuyau de Twitch. Je compte sur vous. Il suffit de cramer des points de chaîne et de dire, allez-y, c'est une super chaîne. À tous les niveaux, on nous prend pour des cons. Non, pas à tous les niveaux. Regardez, par exemple, aujourd'hui en France, Le Parisien, le Canard à Nanar, hein, ce journal qui appartient à Saint-Bernard Arnault, le Français le plus riche du monde, celui que nous devons admirer chaque matin pour sa réussite dans les affaires et le fait qu'il crée tant d'emplois. Eh bien, en une du Parisien ce matin, antibiotiques pour les enfants, attention, danger! On n'a pas vu une une sur injection ARN pour les enfants? Nickel! Il y a le Vaccibus qui arrive! Pouet! Donc là, non, les antibiotiques, c'est pas automatique. Chaque année, des campagnes se font jour pour expliquer qu'il ne faut pas prescrire systématiquement des antibiotiques parce que le risque, c'est de faire de l'antibiorésistance, c'est-à-dire d'habituer le corps dès un très jeune âge à ne plus se défendre tout seul. Un peu, vous allez me dire, comme un vaccin pluriannuel hein, qui sape les défenses immunitaires. Heureusement qu'on n'a pas mis ça sur le marché, ça aurait été un scandale. Et donc là, on se retrouve avec quand même le fait que les gamins sans antibio peuvent se sortir quand même de petits tracas sans problème et que c'est pas la peine de les cramer d'antibiotiques dès le plus jeune âge. Alors, vous verrez, on va quand même parler de bronchiolite, d'urgence pédiatrique tout à l'heure. Cette une, c'est très bien sur les antibiotiques et pour les enfants et qu'il faut se calmer là-dessus. Très très bien. On voit qu'il y a de plus en plus d'antibiorésistance. Alors, c'est pas du fait non plus des antibiotiques donnés aux humains, mais aussi beaucoup des antibiotiques utilisés dans l'élevage intensif qui font que l'eau est pourrie, enfin qu'on a pourri notre environnement globalement. Mais que nous avons des éco-terroristes, heureusement, qui défendent le droit à la terre. On continue d'ailleurs, puisqu'on parle de celui qui parlait d'éco-terroristes dans Le Parisien. Il s'agit de Gérald Darmanin. Solide. Le premier flic de France va lancer un débat sur l'immigration. Pourquoi ? Pour foutre la merde, tiens. Ah oui, non, parce qu'ils se sont dit... Attends, parce que si jamais les Français se rendent compte que, c'est la merde économiquement, hein, parce que l'inflation, on la maîtrise pas. Effectivement, nous sommes en récession. Nous proposons donc un budget austéritaire avec la fin des retraites et la fin de l'abondance, hein, tout simplement. Il faudrait surtout pas qu'ils se rendent compte qu'on fait n'importe quoi. Gérald, est-ce que tu pourrais lancer un grand débat sur l'immigration, s'il te plaît, pour faire encore plus de merde dans ce pays qui est complètement déjà pété ? Oui, bien sûr. Mais tu veux pas prendre un verre avant ? Non, juste le débat sur l'immigration, s'il te plaît, Gérald. D'accord. Alors donc, il s'apprête à dévoiler les propositions avant un débat au Parlement en décembre et un projet de loi en 2023. La majorité suivra-t-elle ? Alors c'est une stratégie, évidemment, on sent là tout le macronisme, hein, le grand stratège, le grand straté d'Inde, celui qui gère un peu tout le débat. Hein. L'idée, bien sûr, le contenu du projet de loi n'est pas connu. Seules quelques pistes commencent à filtrer. Délai de traitement plus rapide pour les demandes d'asile, 2 mois seulement. Idem pour les recours administratifs. Il est question aussi de réduire le nombre de juges dans la formation collégiale qui statuent sur le droit d'asile. Ils sont actuellement 3. Côté immigration de travail, on évoque la facilitation des processus, voire des quotas sur certains métiers. Mais oui. On vous amène ça comme ça tranquillement. Un petit quota de travailleurs étrangers, s'il vous plaît, sur des petits métiers où on a besoin. Et c'est le patronat qui pousse. Évidemment, parce que figurez-vous, le patronat pousse fort. Et oui, plus une seule entreprise ne peut fonctionner en France sans avoir recours à de la main-d'œuvre étrangère, relaie un député francilien. Plus aucune ? Sérieusement ? Non mais c'est terrible. Bref, ce chantier est en tout cas regardé de près par le chef de l'État. Attaqué par la droite et l'extrême droite qui jugent sa politique de reconduite aux frontières inefficace, il veut reprendre l'initiative. Le débat sur l'immigration existe dans les dîners en famille, note un soutien du président. Autant l'aborder de nous-mêmes dans sa complexité, sinon nos adversaires nous la poseront. Oui, il n'y a pas que tonton Jeannot qui a le droit d'être raciste. Hein ? Parce que moi je suis macroniste, mais aussi raciste. Et c'est ça d'ailleurs qui fait l'heure en même temps. Non, je veux une politique migratoire rationnée. Seulement des étrangers qui travaillent. Seulement. Et seulement dans des filières où les patrons nous ont demandé des gens sous-payés qui travaillaient bien. Voilà, c'est formidable. Et oui, ça s'appelle la lutte des classes. Et elle n'a pas de couleur. Et de toute façon, c'est plus il y aura de prolétaires, plus il y aura d'inégalités, moins ça ira de toute façon. Ça ne peut pas tenir, mais on continue. Et là, on va faire un grand débat sur l'immigration.
Alors évidemment, ça va être un fourre-tout pour amener un débat xénophobe et scinder des camps politiques en deux, peut-être même l'aile gauche de la Macronie va encore faire « Aïe, mon aile gauche !» Mais t'existes pas en fait. Tu existes dans un songe. Il n'y a pas d'aile gauche. Il n'y a pas d'aile droite non plus. La Macronie, c'est une sorte de... C'est un poulet central. C'est un extrême poulet central, déjà rôti. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'aile, il n'y a plus rien. Voilà. Donc voilà, ça promet de riches débats en décembre, si d'ici là, l'hiver nucléaire ne s'est pas abattu sur nous. Bon, on aura de quoi s'occuper hein, avec Gérald. Oui, non, parce que c'est pas important d'avoir un débat, et puis je suis tout à fait d'accord avec le président de la République. Et Gérald, sinon le Stade de France. C'est de la diffamation, ça. Ouais. Allez, au Brésil, Lula a gagné avec 2 millions de voix devant Jair Bolsonaro, le président sortant, qui accepte à demi-mot sa défaite. Il a fait une courte conférence de presse hier, vantant son bilan, en disant que c'était formidable ce qu'il avait fait. Ne saluant pas, bien sûr, le vainqueur, mais disant qu'il respecterait la Constitution et assumerait ses fonctions jusqu'au bout. Lui est légaliste. Et donc préfère ne pas faire plonger le Brésil dans une crise institutionnelle en ne reconnaissant pas sa défaite. Et c'est son porte-parole qui, après cette micro-conférence de presse, a concédé la défaite en disant oui, il admet qu'il a perdu. Oui, c'est bon, il admet qu'il a perdu. Voilà, bon, c'est pas... Le Brésil, c'est un grand pays. À partir de là, on voit qu'il y a des divisions très fortes aussi, comme dans tous les pays en ce moment. Et Jair Bolsonaro de s'en aller après son petit tour de piste. Pourquoi les TER vont coûter plus cher l'année prochaine? Mince alors. Ça aussi, ça augmente. Mais je pensais qu'il fallait développer le transport en commun pour la planète, tout ça. Non, c'est plus complexe. Hein. Oh là là, votre pensée binaire. Non. En fait, l'explosion des prix de l'énergie, et oui, amène la SNCF à envisager une augmentation tarifaire l'an prochain. La problématique est la même pour les régions, avec les TER. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de TER. Ils prévoient finalement de faire augmenter le prix des billets au 1er janvier et de réduire également la fréquence et le nombre de trains. Alors, quand vous connaissez le TER et que vous le prenez, vous savez déjà qu'il n'y en a pas assez. Notamment les vendredis soirs, les lundis matins, enfin bref, il y a des moments comme ça où tu sais que c'est mal foutu hein, et ça risque pas de s'améliorer avec l'effondrement qui nous tombe dessus, imposé par nos maltraitants. Et là, donc, l'idée, c'est quand même de dire, bon, il faut qu'on arrive à faire quelque chose globalement. Il y a des renégociations des conventions. Nous demandons une totale transparence. L'institution parle quand même des hausses d'entre 10 et plus de 30% selon les régions sur le prix de l'énergie, donc c'est beaucoup. Et on a la menace d'un pass Navigo à 100 €. Alors, Laurent Wauquiez, président d'Auvergne-Rhône-Alpes, a ouvert le bal en votant 8% de hausse à compter du 1er janvier pour les clients occasionnels et 2,8% pour les abonnés. Voilà. Je te demande rien. Et... Non, mais c'est Siri. Mais comment... Non, il faut que je le vire, ce truc. Je hais ça. Je hais Siri. On va parler Elon Musk aussi, évidemment. Je pense intelligence artificielle, tu vois, donc je pense Elon Musk. C'est étonnant comme association, mais bon. Et donc voilà, et donc globalement, vous allez payer encore plus cher, nous allons payer encore plus cher les transports. La priorité du gouvernement, c'est la rénovation du réseau. Il va y avoir des rallonges, ce sera injecté là-dedans. Et Clément Beaune qui se désolait qu'il y ait encore des milliards investis dans le train. Non mais il y en a déjà assez, ça suffit vos milliards, là, ça suffit. Quand même, c'est un truc... Ça ne peut pas marcher. Hein. D'un côté, nous demander de prendre les transports en commun, faire en sorte que la voiture soit interdite partout ou qu'elle soit inabordable tellement c'est cher parce que c'est électrique et que personne ne peut acheter de voiture électrique, faire taxer les scooters. Enfin, à un moment, il faut arrêter. Hein. Il faut être raisonnable. Il faut avoir une stratégie de transport, peut-être, publique, hein, avec une régie des transports publics. Peut-être en quittant les traités européens qui nous imposent une concurrence qui fait exploser les prix et qui fait que les infrastructures vieillissantes deviennent dangereuses, sans compter que finalement ça ne sert à rien puisqu'il n'y a pas plus de trains. Voilà, mais non, on va faire des smart cities, la city des 15 minutes, hein, la ville des 15 minutes, ça c'est Anne Hidalgo qui est à fond sur le truc. Et puis, cette nouvelle quand même exceptionnelle, l'Italie met fin à la vaccination obligatoire des soignants contre le Covid. Bientôt le tour de la France ?
Hein? Bah, de quoi inspirer la France? Bof, c'est pas sûr. Les médecins et infirmiers qui étaient suspendus depuis 1 an et demi vont pouvoir reprendre le travail depuis hier d'ailleurs, et 2 mois avant la date initialement prévue. En France, le ministère de la Santé avait maintenu cette mesure au cœur de l'été dernier sur avis de la Haute Autorité de Santé, et malgré les critiques d'élus de tous bords et même de certains scientifiques. Pour le moment, aucun changement n'a été annoncé. Ah, bon, il y a quand même une pression politique qui s'accentue, puisque l'Italie est loin d'être le premier pays européen à faire machine arrière. En Angleterre, la vaccination obligatoire des soignants avait été annoncée fin 2021 et les sanctions devaient intervenir à partir du 1er avril dernier. Mais le gouvernement britannique y a renoncé, puisqu'il y avait Omicron, et déjà il savait que c'était moins grave. En Belgique, la mesure devait entrer en vigueur au 1er avril puis au 1er juillet dernier, mais la Task Force Vaccination a finalement estimé en mai qu'une telle mesure ne serait pas conforme au principe de proportionnalité. Résultat, le gouvernement a temporisé. En Suisse, la vaccination n'est plus obligatoire pour les soignants. Bref, en France, on a affaire quand même aux pires idéologues du Covid, aux pires covidistes. Le nombre précis de soignants suspendus reste inconnu, par exemple. Ah, c'est embêtant. Espagne et Portugal, pays parmi les plus immunisés d'Europe, les plus vaccinés, ce qui fait qu'ils ont des chiffres où tout le monde a le Covid, c'est super. Ils n'ont jamais pris une telle mesure. L'Autriche a abandonné en juin la vaccination obligatoire de sa population adulte. La Grèce suspend toujours les soignants non vaccinés. Mais cette mesure pourrait être assouplie prochainement. Voilà. En Allemagne, chaque région a décidé de la règle. Seules 70 suspensions avaient été décidées l'été dernier. Bref, la France est donc cavalier seul. C'est le seul pays qui est aussi con. En se basant sur les avis de la Haute Autorité de Santé et du Conseil scientifique ou de l'Académie de médecine, le gouvernement avait mis en avant les raisons à la fois éthiques, de responsabilité et de santé publique. C'est juste que Macron ne veut pas admettre qu'il a fait n'importe quoi et qu'il a eu tort. Et donc, il ne faut surtout pas admettre ses erreurs. Sinon, c'est la fin du président-roi. C'est compliqué. A l'inverse, les députés de tous bords exhortent le gouvernement à faire machine arrière. Outre le fait que les vaccins actuels sont peu efficaces à limiter la transmission du virus, comme l'indique l'épidémiologue Antoine Flahault. T'imagines, ça c'est dans le Parisien. Il y a quelques mois en arrière, c'était un truc que tu ne pouvais pas lire. Non mais c'est... Vous vous rendez compte quand même, on est sur un truc là, je relis parce qu'on est sur le Parisien. Je respecte les règles de la communauté, Twitch, je déconne pas, YouTube non plus. Vaccinez-vous, faites votre 4e dose, votre 2e booster. Déconnez pas, déconnez pas avec ça. Mais quand même, dans le Parisien, il est écrit, et c'est des mots d'un épidémiologiste, Antoine Flahault, que les vaccins actuels sont peu efficaces à limiter la transmission du virus. C'est pas moi qui le dis. Voilà, il y a des manques de personnel dans certains services. Certains hôpitaux tolèrent déjà la présence de soignants dont le schéma vaccinal n'est pas à jour. Parce que ceux qui ont fait les 2 puis les 3 n'ont peut-être pas fait la 4e pour la dose, la Pfizer Love Dose. Peut-être qu'à un moment les mecs ont dit hop, ouais, ça va, j'ai compris, j'ai joué. C'est comme Winamax, mais c'est pas pareil. La France Insoumise, dans une proposition de loi visant à réintégrer le personnel non vacciné, a même fait donc cette proposition. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, on aime bien les hôpitaux, avec son petit livre, les hôpitaux. Qu'est-ce que vous avez fait pour les hôpitaux? Vous avez eu peur, j'ai fait un burn-out, j'ai serré un arbre, ça allait mieux. Donc, Olivier Véran avait indiqué en juillet que 600 infirmières et 75 médecins ou pharmaciens à l'hôpital, ainsi que 100 infirmières en EHPAD, étaient suspendus pour non-vaccination. Alors, ce sont des chiffres issus d'une enquête conduite par les agences régionales de santé, mais invérifiables dans les faits. Donc, c'est des mensonges. Voilà, puisque les chiffres ne sont pas connus, en réalité. Et quand on voit l'état des services de santé, on peut se demander s'il n'y a pas beaucoup plus de soignants qui sont suspendus ou qui ont tout simplement lâché l'affaire. Qui ont arrêté de bosser. Donc merci Olivier Véran pour ces chiffres aussi drôles que des chiffres de sondage, quasiment. Pour le moment, aucune date de fin n'est fixée. La loi entrée en vigueur le 31 juillet dernier prévoit que l'obligation vaccinale des soignants peut être levée à tout moment sur l'avis de la Haute Autorité de Santé. Alors il y a peut-être une lumière, non ? Alors, contacté par le Parisien, le ministère de la Santé assure que la ligne n'a pas changé.
De son côté, la Haute Autorité de Santé n'était pas en mesure de nous répondre ce mardi. Ah, c'est ballot. Ah bah c'est ballot. Donc voilà, donc désolé les suspendus, vous êtes nombreux, c'est totalement injuste, c'est anticonstitutionnel même, c'est débile, ça n'a aucun fondement scientifique, mais ça continue puisque c'est le fait, n'est-ce pas, des instances de concertation de la présiroyance. Bref, et puis respecter bien sûr les consignes de l'OMS. Déconnez pas trop avec ça. Surtout que là, bon... il y a la guerre, quoi. Eh oui, l'Ukraine. Comment l'hiver va durcir la guerre en une du Figaro. À chaque fois, l'armée de Russie a toujours compté sur l'hiver pour l'aider dans ses différentes batailles. Sauf que là, les Ukrainiens connaissent aussi ces climats-là, sont habitués, et que les forces de l'OTAN se sont entraînées depuis des années à la guerre de grand froid parce qu'ils s'attendaient à une petite tension au niveau des cercles polaires. Et donc, ils savaient de toute façon qu'il allait falloir faire la guerre dans la neige. Après la guerre dans le désert, la guerre dans la neige. Ici, Michael Kull en direct de la neige. Bon, c'est toujours les Américains qui font la guerre. Hein. Mais après, et les Russes aussi, là, du coup, bon, les Chinois regardent, ils attendent, tranquillou. Et sinon, bon, ça risque d'être de la boue, encore plus de sang, encore plus de larmes et encore plus d'explosions. Sachant que les infrastructures ont été touchées en Ukraine, elles sont en train d'être reconstruites. Macron en appelle au secteur privé pour commencer déjà à reconstruire. C'est formidable, on est vraiment... dans un moment exceptionnel. Alors, j'ai hâte que cette guerre se termine et qu'on nous annonce officiellement qui a saboté Nord Stream. Non, mais ce serait sympa. Ah, vous me dites qu'il y avait les pubs. Désolé. Et la dernière était géniale. Bon, tant mieux. Et oui, il prépare le cash time, le moment où la guerre rapporte encore plus. Alors, nucléaire, le gouvernement veut accélérer la construction de nouveaux réacteurs. Bon, il aurait peut-être pas fallu fermer déjà, ou peut-être simplement entretenir le parc avant de construire des nouveaux. J'adore cette espèce de course en avant, complètement dingue, où on te dit, bon, ben, plus de voitures à pétrole, mais des voitures électriques. Oui, et avec quoi on fait l'électricité ? Bah avec des centrales nucléaires qu'on va reconstruire plus. Et puis plein d'éoliennes qu'on va mettre partout pour bien chier les paysages français. Super. Et sinon, je veux dire ralentir la semaine de 4 jours, prendre du bon temps, arrêter de produire des trucs en plastique qui servent à rien, non ? Non ? D'accord. Bon, bah on continue, alors ok. Donc on va continuer longtemps comme ça, hein, jusqu'à ce que ça s'arrête, puisqu'il n'y aura plus de ressources. Un des trucs les plus pétés quand même dans le plan voiture électrique, c'est le fait que les ressources de terres rares sont déjà extrêmement limitées et qu'on ne pourra pas faire des batteries pour tout le monde. Donc l'annonce en fait de la transformation et de la fin des véhicules thermiques pour la voiture électrique, c'est simplement expliquer aux gens qu'ils n'auront plus de voiture. Bah, tu peux pas leur dire comme ça. Donc tu leur expliques que c'est super, parce qu'ils auront une voiture électrique. Pas tous. Mais il y aura des TER. Ah non, il n'y en aura plus parce que l'énergie est trop chère. Ah. Ben des vélos. Petit vélo électrique, ça c'est cher aussi, un vélo électrique tout de même. Bref, c'est n'importe quoi et ça continue et ça ne fait qu'accentuer finalement l'impression d'être au bord du précipice avec des gens brillants comme Elisabeth Borne et Agnès Pannier-Runacher qui portent des dossiers et qui sont là à répéter des phrases vides qui sont des mantras en réalité pour nous emmener vers une nouvelle croissance peut-être. Et peut-être sauver ce qu'il reste à sauver pour les actionnaires qui veulent que ça crache jusqu'à la fin. C'est beau, c'est merveilleux. Les Shadocks à côté étaient vraiment plus malins, quoi. Le contrôle technique des 2 roues. Évidemment, ça a réveillé les motards. Et oui, rendu obligatoire par le Conseil d'État à compter de 2023, cette nouvelle formalité presque provoque bien sûr incompréhension et amertume chez les propriétaires de 2 roues et ça se comprend. Déjà qu'ils vont devoir payer le parking à Paris, ensuite il y aura le contrôle technique et puis quoi encore, sachant que c'est quand même un truc qui pollue moins qu'une bagnole et qui permet de moins encombrer les rues des capitales. Alors il y a le bruit bien sûr, l'aspect sonore, il y a plein de choses, ça pollue quand même aussi, mais globalement c'est un énorme dossier. D'ailleurs Macron savait que c'était explosif, c'est pour ça qu'il a dit non, pas de contrôle technique, vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Oui,
Mais sauf que comme c'est pas lui qui gouverne, c'est l'Union européenne, il est obligé de se plier au droit européen. Et oui, parce que pourquoi le gouvernement a fini par se plier au droit européen? Parce qu'il a signé pour ça. Et que vous pouvez dire, racontez ce que vous voulez, hein, les opposants de droite, de gauche, les machins, tant que vous resterez dans les traités européens qui nous imposent à la fois de s'aborder nos industries nationales, nos services publics, qui nous imposent là maintenant des règles qui ne sont pas forcément adaptées à nos réalités, eh bien ça ne changera jamais. Le droit européen a la primauté sur le droit national parce que nous avons signé des traités et que nous n'en sortons pas. Donc, la réforme des retraites, c'est pareil. C'est pas parce qu'il faut sauver le système des retraites français, il est à l'équilibre. Non, c'est une demande de Bruxelles. Sinon, pas de milliards. En même temps, les milliards, on les donne aussi. Donc, c'est proprement scandaleux. Et là, voilà, le Conseil d'État, qui sert vraiment à rien, pour le coup, puisque le seul moment où il aurait pu se démarquer, c'était sur le pass vaccinal. Non, le mec n'a rien fait. Est-ce qu'on a besoin, au nom de l'écologie, d'aller aussi loin dans la contrainte? Conseiller d'État et ancien secrétaire du Conseil constitutionnel se demande. Non, moi je dis non, ça commence à saouler. Et donc, rien de surprenant puisque le juge administratif suprême du pays annule des arrêtés gouvernementaux contraires au droit européen. Il s'agit d'une solution classique de se plier au droit européen. Et donc, le Conseil d'État ne fait que jouer le rôle qui lui a été assigné. Voilà, donc il y a l'ambivalence bien sûr du pouvoir politique. L'exécutif refuse d'appliquer la directive européenne pour éviter de se mettre à dos les motards, sans paraître pour autant anti-européen, un équilibre impossible à trouver, et que Jean-Éric Chatel, ancien conseiller d'État, met sur le compte du « en même temps » macronien. Ça s'appelle se foutre de votre gueule. Faut arrêter avec le « en même temps ». Le « en même temps » macronien, c'est un énorme foutage de gueule avec un espèce d'apprenti qui improvise à la tête de l'État français et qui d'ailleurs n'a aucun respect pour les institutions, ni l'État, ni même la nation qu'il gouverne. Faut arrêter avec le « en même temps ». C'est du foutage de gueule et de la violence. Quoi d'autre? Pour cet observateur privilégié des évolutions du droit public contemporain, la décision rendue par le Conseil d'État soulève surtout la question de ce qu'il nomme l'interventionnisme européen dans le droit français, qui est de pire en pire. C'est-à-dire que là, von der Leyen a pris des pouvoirs qu'elle n'avait pas, avec l'aval des dirigeants européens qui sont très contents finalement de dire c'est pas moi, c'est elle. Enfin, c'est eux. Enfin, c'est... Bon, ça va. Et c'est vous, c'est les traités. C'est bien dommage. La décision du Conseil d'État démontre l'intrusion du droit européen dans la marche quotidienne de la société française. Est-ce qu'on a besoin, au nom de l'écologie, d'aller aussi loin dans la contrainte? Voilà. La décision fondée en droit interpelle également Anne-Marie Le Pourrier, professeure de droit public et vice-présidente de l'Association française de droit constitutionnel. Le juge administratif joue au grand protecteur de l'environnement. La publiciste regrette un renversement complet des missions du Conseil d'État créé en 1799 par Napoléon Bonaparte, justement pour que l'administration de l'État ne soit pas soumise au pouvoir des juges, au nom de l'intérêt général et de la raison d'État. Or, la responsabilité de ce glissement vers un gouvernement des juges revient au pouvoir exécutif, encore une fois, qui s'est dépossédé de ses prérogatives en signant des textes européens et environnementaux qui laissent toute latitude aux juges. Donc voilà, c'est une volonté de rendre finalement le pouvoir incapable et de se soumettre à des traités internationaux pour ensuite dire on fait comme les autres. Oui, mais pourquoi? Parce que c'est bien, c'est la règle du droit international. Certes, mais si elle ne nous convient pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien, puisque c'est la loi. Ah, la loi. Alors il ne nous reste pas grand-chose. Et quand vous voyez que les candidats qui portent le Frexit ne sont pas nombreux et n'ont pas de voix lors des élections, ou que même le Frexit reste un gros mot, vous comprenez qu'on est quand même dans une impasse. Alors quand ça va mal, ils expliquent que c'est normal, parce que l'Europe vit des crises. Mais en fait, l'Europe est en crise depuis qu'elle existe, l'Union européenne du moins. Et là, ils expliquent quand même sur le marché de l'énergie que c'est une énorme douille, on le savait depuis le début, mais que non, on va juste adapter un peu la règle des 3%. Pas possible avec l'inflation et la crise économique qui nous tombe sur la gueule provoquée par le Covid. Pareil, on fait semblant, on va essayer de colmater pendant quelques mois encore. Aucune réflexion sur le long terme, sur où nous emmène ce machin. À quoi ça sert? Quels sont les dangers pour les populations? Est-ce que ces lois-là sont justes? Qui fait la loi? Quels sont les contrôles démocratiques et les organes d'autocontrôle? Puisque là, on rentre dans du délire.
Hein, à tel point que Rumble, la plateforme de vidéo, a quand même annoncé arrêter ses activités en France, puisque le gouvernement français demandait à Rumble de supprimer des comptes sur cette plateforme. La plateforme a refusé, évidemment. Alors les comptes, c'était évidemment des comptes russes, en disant « mais vous foutez de nous, en fait, il va falloir revenir à la raison ». La France était quand même le pays de la Déclaration des droits de l'homme. C'était un pays attaché à la liberté d'expression. Mais sous la férule d'Ursula von der Leyen, on a des lois indignes de censure permanente. Thierry Breton qui explique à Elon Musk tout de suite que, attention, hein, tu fais ce que tu veux avec Twitter, tu mets à 8 € l'abonnement, mais tu respectes nos règles européennes de censure. Pardon, de protection des populations. Ça va pas. Donc ça va très mal. Très très mal. Et encore une fois, contre-pouvoir zéro. Il faut obéir, bien sûr, à la technocratie européenne. D'ailleurs, les services de pédiatrie sont débordés par la bronchiolite. Et ça, les lois européennes sur la santé n'y feront rien. Fragilisés par le manque de soignants, la prise en charge des nourrissons a lieu dans des conditions dégradées. C'est assez terrible. Regardez, ça, c'est François Braun qui en parle le mieux. Le mec vraiment le plus inutile, je pense, du gouvernement. L'hôpital est en difficulté, on le sait, tout le monde le sait, je pense maintenant, les diagnostics ont été faits. Et ma mission, vous le savez, et ma volonté, c'est de refonder cet hôpital sur d'autres bases. Mais je pense que nous aurons largement l'occasion d'en reparler dans les jours et les semaines qui viennent. Merci à tous. Voilà. Oui, ça va très mal, on le sait, hein, ça va. C'est d'ailleurs pour ça que je vais m'engager pour faire des actions dans les mois qui viennent. Waouh. Ok. Bon, on attend de voir, hein, mais il ne va rien se passer. Hein. Non, là, c'est juste une catastrophe. Hein. C'est vraiment l'effondrement du système de santé français. Manque de places d'hospitalisation qui aggrave l'embouteillage des urgences où des enfants sont retenus durant des heures dans des boxes de consultation en attendant qu'un lit se libère. Nous devons, dans ce cas, débuter les soins et assurer la surveillance aux urgences qui conduit à une prise en charge dégradée pour les patients. Bien sûr, plus d'attentes pour les autres enfants qui attendent des soins urgents, des lits fermés en raison d'un manque d'infirmières. Et il y a déjà eu 32 transferts d'enfants en pédiatrie générale en région parisienne, mais aussi à Dreux, Amiens et Chartres. Donc voilà, t'imagines le gamin, les parents, le bordel que c'est pour s'organiser et la difficulté. Il est temps d'envoyer un signal fort pour que les services dédiés à l'enfance retrouvent leur attractivité auprès des personnels soignants. D'accord, très bien. Pas seulement un problème financier, nous souhaitons que notre spécificité soit reconnue et que notre métier retrouve du sens, avec des conditions de travail acceptables. Parce que c'est vrai que quand vous faites ce travail-là, maltraiter des enfants, c'est encore pire que maltraiter des vieux ou des patients normaux. Enfin bref, les soignants sont saoulés. Ils n'ont pas les conditions pour faire un travail digne de ce nom, malheureusement. Et ça devient de la maltraitance systématique. Moi, ça m'insupporte. Ça, c'était dans le Canard enchaîné à Necker. Des enfants instables sont pris en charge dans des couloirs, sur des brancards. On n'avait jamais vu ça. Renchérir une toubib. Le tri a ses limites. Quand on a 3 bébés qui s'étouffent en même temps, lequel on choisit ? Ah oui, il y en a un qui va y passer peut-être. À Robert Debré, les greffes de moelle osseuse sont à l'arrêt depuis des mois pour une partie des enfants malades. Faute d'infirmières, on fait 30% de greffes en moins. Donc voilà, c'est l'effondrement, c'est-à-dire qu'on n'a plus les moyens d'un système de santé qui était pourtant un des meilleurs, hein, selon nos dires, dans les années 60, 70, 80. Et puis arrivent les partenariats publics-privés, arrivent les traités, arrivent les néo-managers qui sont là pour cracher de la thune et maltraiter les soignants. Finalement, ça maltraite évidemment tout le monde. Alors la bronchiolite, évidemment, c'est chaque année beaucoup d'enfants touchés. Avec la pollution de l'air, ça n'aide pas. Là, il y a de plus en plus de gamins qui sont touchés. On ne va pas faire le tri aux urgences pédiatriques, évidemment. Mais... Ah, oh, on a peut-être une solution. Oui, parce que Pfizer vient d'obtenir des résultats positifs sur un essai de vaccin pour les bébés contre la bronchiolite. Ah, heureusement qu'ils sont là. Oh là là, mais heureusement qu'ils sont là. Toujours penser à nous avec des solutions toujours géniales. Alors, c'est quoi ? Dites-nous tout, Pfizer. C'est combien de doses ? Ah, ils n'ont pas la dose encore. Ils n'ont pas le dosage, mais ils ont déjà les résultats. Le sérum serait efficace contre les formes graves de la maladie. Ça vous rappelle un truc ? Moi aussi. Le groupe américain Pfizer a fait part, hier donc, des résultats positifs d'un essai clinique sur un vaccin contre le virus respiratoire syncytial, le VRS responsable de la bronchiolite pour les nouveau-nés et les nourrissons.
Le traitement est administré à la mère pendant la grossesse. Selon les résultats de ce test de phase 3 dévoilé par l'entreprise, le vaccin s'est révélé efficace à environ 82%, ça vous rappelle un truc? Moi aussi, pour prévenir les cas graves dans les 3 premiers mois d'un bébé et à environ 69% dans les 6 mois suivants. L'essai n'a en revanche pas conclu que le vaccin réduisait les cas non sévères de façon statistiquement significative. Même si les tests montrent une certaine efficacité clinique, indique le laboratoire, sur la base de ces résultats qui n'ont pas été revus par des scientifiques indépendants, il s'agit d'un communiqué de presse de Pfizer, comme à la belle époque, même en tourloupe, eh bien là, Pfizer prévoit déjà de demander une autorisation pour le vaccin chez les femmes enceintes d'ici à la fin de l'année aux États-Unis et puis dans d'autres pays, évidemment. Mais pourquoi s'arrêter tant qu'on n'aura pas levé le loup en disant « Mais attendez, vous nous avez vendu un truc à 2 doses, efficace à 95%, y compris contre la transmission, qui se révèle être un truc à 4 doses, avec les formes... Bon, c'est pas sérieux, monsieur Pfizer. Monsieur Bourla, c'est pas sérieux. J'aimerais vous parler une minute. Vous n'êtes pas disponible, quel dommage. Non mais voilà. Et là, les mecs, ben voilà, bronchiolite, bam, c'est parti. Ensuite, on va avoir les trucs ARN pour les AVC, le cœur, enfin, c'est formidable. Ce qui se passe est formidable. On voit que la science est quand même là pour nous protéger. Et ça fait plaisir à voir, de voir que la science est sur tous les bons coups pour nous protéger. Vraiment, on a une chance incroyable. Vous êtes 1955, c'était une belle année. Je ne sais pas ce qui s'y est passé, 1945 en moyenne. Allez, on fait un petit push, on essaye de passer les 2000 pour cette fameuse émission culinaire de l'hiver. Ce serait super si on peut passer les 2000 ce matin encore. N'hésitez pas à vous abonner, à cramer des points de chaîne, à hurler votre joie d'être ici et pourquoi pas à partager également sur les différents réseaux sociaux le lien de cette revue de presse. Ça ne fait pas de mal. Merci à vous en tout cas. Merci aux nouveaux abonnés. Vous êtes plus que à 3 des 900 abonnés. Donc voilà, vous pouvez vous abonner. Et si vous êtes 3 à vous abonner ce matin, on sera 900 abonnés ici sur Twitch. C'est formidable. Vaccin contre la chronique, c'est pas demain la veille, je dois vous dire que non, ça va être compliqué, c'est pas possible. Ah oui, comment accommoder le carton, ça c'est encore autre chose, hein. Je ne sais pas, on va trouver. On continue avec Libération, Libération qui fait sa une sur Joe Biden à mi-mandat, puisqu'il va se prendre une énorme rouste, évidemment, aux élections de mi-mandat. Les républicains s'attendent à récupérer l'outil législatif américain. Les démocrates s'attendent effectivement à une énorme défaite parce qu'il faut dire que cette présidence Biden est une catastrophe, à la fois parce qu'il y a l'inflation, parce qu'il y a des chiffres qui ne sont pas très bons pour l'économie américaine, parce que Joe Biden inquiète, y compris son camp, en disant mais est-ce qu'il est vraiment apte à gouverner ? Est-ce qu'on est sûr ? La dernière sortie en date, et c'est hier ou avant-hier, Joe Biden qui confond la guerre en Ukraine et la guerre en Irak. Vous allez voir, c'est assez terrible. C'est pas la première fois qu'il s'en mêle les pieds dans les pays, mais bon, là, c'est assez critique. No change in the quality of it, just change in the price. And they talk about inflation. You know, we're dealing with it for a whole second. Inflation is a worldwide problem right now because of a war in Iraq and the impact on oil and what Russia's doing. The war in Ukraine. And thinking of Iraq because that's where my son died. Because he died. But the point. Alors, deux choses. Un, effectivement, la guerre en Irak, ça le connaît, Joe Biden. Son fils n'est pas mort en Irak. Beau Biden est mort d'un cancer du cerveau qui, selon son père, serait dû aux émanations chimiques des camps militaires américains en Irak, puisqu'il a servi en Irak. Et donc, ça fait des années que Joe Biden explique que son fils est mort des suites de la guerre en Irak, puisque son cancer a été provoqué par ces émanations chimiques des camps américains. Donc voilà, c'est assez particulier. Il essaye de se rattraper aux branches, c'est systématique, ça commence à faire beaucoup. Et les démocrates sont très conscients du fait qu'ils peuvent se prendre une énorme rouste aux élections. D'ailleurs, ils commencent à craindre une manipulation des élections. Les partisans trumpistes et républicains
ont pris d'assaut les bureaux de vote pour être sûr qu'ils feront le dépouillement eux-mêmes et qu'il n'y aura pas de vol des élections. Du coup, c'est parfois violent et d'autres assesseurs préfèrent quitter les bureaux de vote et il y aura sans doute un énorme scandale sur le vote au midterm. C'est du jamais vu. C'est une démocratie extrêmement défaillante, les États-Unis. Et c'est sans doute ce qui nous attend. 1993, on est à 7 nouveaux spectateurs pour arriver aux 2000. Vous êtes formidables. Je compte sur vous. Attention. Top. Attention, on fait péter Nord Stream. Attention. Non, pas encore. Ça va le faire. Et puis, cette petite infographie d'Olivier Véran qui partage sur son Twitter. Enlevez-lui Paint, s'il vous plaît. Et les emojis aussi. Voilà. Ce qui change pour vous le mois de novembre, c'est qu'on vous continue de vous prendre pour des idiots, avec beaucoup d'émojis. Beaucoup d'émojis. La remise sur le carburant de 30 centimes, c'est formidable, c'est prolongé. Lave-vaisselle, aspirateur et lave-linge, ils doivent afficher un indice de réparabilité. Très bien. Et puis des petits chèques partout. C'est la politique du petit chèque, c'est formidable. C'est dingue. Donc voilà. Il n'y avait pas grand-chose ce matin. Ou alors j'ai pas fouillé assez, j'étais pas assez réveillé, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est une courte revue de presse, je m'en excuse. Mais j'ai pas vu de... S'il y avait une tribune dans Le Monde pour dire qu'il faut faire la guerre à fond pour sauver nos valeurs, enfin comme d'hab, quoi. J'ai l'impression que ça tourne un peu en rond en ce moment. Je vous cache pas que ça patine. C'est-à-dire qu'ils ont sorti le plan pull beaucoup trop précocement. Moi, j'avais prévu le plan pull, mais j'avais dit novembre, décembre. Quand tu te dis, bon, tu sors le pull. Les mecs sortent ça fin septembre, début octobre. On est à 25 degrés dehors, on met un col roulé à l'Élysée, il fait chaud sous les spots, c'est pas tenable. Elisabeth Borne qui sort la doudoune, beaucoup trop tôt la doudoune. L'inflation, évidemment, c'est pas maîtrisé, donc ça devient vraiment un truc qui fout les boules. Et là, c'est pareil, tu te dis, mais est-ce qu'on va tenir longtemps comme ça ? Non. D'ailleurs, on revoit les prévisions de croissance à la baisse, parce qu'il ne faut pas déconner. Le chômage reste exactement le même qu'il y a de ça environ une quinzaine d'années. De temps en temps, ça monte, ça descend, mais c'est 3 millions de chômeurs, catégorie A. C'est le chiffre magique, tu sais. Il y a 3 millions de chômeurs, catégorie A, mais on va faire un plan de plein emploi pour 500 000 nouveaux emplois. 400, 200, enfin, bon, on va essayer. Et bien sûr, une récession terrible et ce mensonge permanent, en fait, ou du moins cette dissimulation permanente, cette hypocrisie permanente sur les relations internationales. Non, parce que d'un côté, vous avez les sanctions contre les Russes qui ont attaqué l'Ukraine, évidemment, mais on va récupérer un aimant que les Russes nous envoient gentiment pour, vous savez, le synchrotron, pour la recherche nucléaire. Donc ça, par contre, les Russes nous l'envoient et ils n'ont pas annulé l'envoi de cet aimant. Vous voyez comme quoi on peut respecter aussi les contrats internationaux. Et ça se passe très bien. Maintenant, ce tropisme belliciste permanent, cette volonté de maltraiter les populations permanentes pour sauver la planète, me direz-vous, mais quand même, je ne le comprends pas. Je dois dire que je trouve que c'est de l'acharnement et que ça n'a vraiment pas lieu d'être. Alors, tous les matins, on lit la presse, comme on vient de le faire ce matin ensemble. On essaye de trouver les nouvelles dont on parle peu ou pas assez. Je rappelle qu'il y a eu quand même une centaine de morts à Mogadiscio, en Somalie, suite à un attentat islamiste, avec plus de 300 blessés. Ça fait des entrefilets, c'est tout. Le président somalien a demandé l'aide de la communauté internationale. Il n'a pas eu droit à un Skype lors d'un événement de tennis, de sport ou culturel pour expliquer ce qui s'est passé dans son pays. On n'en parle pas, tout simplement. C'est assez étonnant. La Corée du Nord continue d'envoyer des missiles aussi. Ça, c'est un truc en ce moment. Kim Jong est à fond missile. Ça, c'est son truc. Et puis Elon Musk a racheté Twitter, 44 milliards de dollars, et veut faire payer le petit tic officiel, 8 dollars par mois, avec plein de super features, où tu pourras avoir moins de pubs, publier plus... Enfin bref, c'est... Voilà. Donc j'attends de voir, pour ce qui est de la liberté d'expression, en tout cas pour ce qui est d'en faire une machine à cash, ça me paraît bien engagé. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur Mastodon également, sur Getter, sur tous les réseaux sociaux. Il y a un Linktree dans ma bio Twitter. Le Monde Moderne également, c'est sur YouTube. Sur Twitch, vous pouvez vous y abonner.
On a une magnifique boutique sur Spreadshop où vous pouvez acheter des t-shirts si ça vous chante. Vous êtes 898 abonnés. Allez, à 2 des 900, je pense que vous pouvez prendre un abonnement ou offrir un abonnement à la communauté. Et on fera les 900 puisqu'on a fait les 2000. Encore une fois, merci beaucoup. Hier, on était presque 2000 et c'était le 1er novembre. Hier, c'était une incroyable revue de presse, je dois dire. J'avais sorti le président. Tiens, je vais faire un sondage. Est-ce que vous souhaitez que je ressorte le président ce matin? Alors, nouveau sondage. Je refais le président. Oui, non. Ça, les sondages, je pense que c'est vraiment un truc. C'est parti. C'est parti. Attention. Paf. Vous pouvez voter. C'est un grand oui. C'est évidemment un grand oui. Moi, j'aime les gens qui votent non. Ils sont 6, 7, 11, 15. Non, parce qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui aimeraient que cette revue de presse soit plus sérieuse de temps en temps, plus calme. Et puis ceux qui souhaiteraient qu'elle soit plus déjantée. Bon, globalement, c'est moi qui décide avec Antoine. On discute quand même sur le ton à donner. Parfois, je vais trop loin, je sais. Mais globalement, c'est un plébiscite pour le président. Je crois que là, j'éteins et je décale. Tu fais comme tu veux. C'est bien. C'est génial. Moi, je dis oui. Moi, j'aime ton format. Oui, c'est un bon format. On s'y amuse. On arrive à faire des trucs, tu vois, on arrive à faire passer quand même un sale quart d'heure. Mais ta gueule, Siri, putain. Je veux le virer de ce truc-là. C'est pas possible. Ça fait bien rigoler. T'es dur. Lâche rien. Ça passe. 904 abonnés. Qu'est-ce qui s'est passé là? Vous avez waouh. Alors attendez. Plus que quelques minutes pour voter. Quand même 74 à voter non. 10% à penser que le président, il ne faut plus le refaire. C'est la démocratie. Là, quand même... La presse... Bientôt le Global Jet. Le Global Jet 9000. Celui qui a d'ailleurs... dont Bernard Arnault s'est séparé. Peut-être qu'il est sur le second marché du jet d'affaires. Peut-être c'est le moment ou jamais de sauter dessus. Je ne sais pas. Des macronistes infiltrés? Non, ils ne se feraient pas autant mal aux yeux et aux oreilles. 90% donc de oui pour le président, contre 10% de non. Vous avez été 91 à voter non et 841 à voter pour le président. Merci beaucoup. Évidemment qu'il reviendra. Ceci dit, je ne sais pas ce qu'il pourrait faire comme allocution ce matin. Je n'ai pas prévu d'allocution du président dans l'immédiat, mais... De temps en temps, voilà. Il faut de l'équilibre, voilà. Il faut de la mesure et de l'équilibre gardé. Et bien sûr, le pipeau, par contre, ça peut sortir tout le temps, puisque alors, je suis vraiment nul en pipeau. C'est un pipeau irlandais. Donc, normalement, on fait des belles musiques avec ça. Moi, j'en suis totalement incapable de sortir un son de ce truc-là. Je sais pas si vous avez eu des cours de pipeau en musique. Moi, à l'époque, on avait des cours de musique au collège et on avait le pipeau, mais le pipeau noir, tu sais, le pipeau classique. Ça s'appelle un flageole. Merci. C'est un métier, pipoteur, c'est vrai. C'est pas le mien. En tout cas, la flûte est là. Et voilà, et je vais pas rallonger le format parce que j'ai rien à... Sauf si vous avez des questions, allez-y, si vous avez des questions, je peux répondre à vos questions, attention. Les droits d'auteur de quoi? Du président? C'est moi qui l'ai déposé. C'est une mine d'or à gif. Ouais, ça,